l'Antiquité se fonde sur l'apparition de l'écriture, moins 3500 avant Jésus-Christ. Cette technique de communication, propre à l'homme, s'intègre dans l'architecture monumentale comme marque symbolique dans le passé, présent et pour le futur. Plusieurs civilisations antiques sont fondatrices de la culture de l'Occident, comme la Mésopotamie, l'Égypte ou Knokos sur l'île de Crète. L'architecture et l'urbanisme reflètent constamment le divin et le surnaturel. L'expression « art grec ancien » est réservée traditionnellement à l'art qui fleurit dans les cités de Grèce et des côtes d'Asie mineure. La Grèce développe, dans un monde politique entièrement nouveau, un art dont on a défini les caractéristiques grâce à la céramique. La monnaie apparaît en Lydie vers le 7e avant Jésus-Christ et se répand en Grèce. La société est désormais assez organisée pour construire de vastes sanctuaires religieux. Suivant Vitruve, les architectes ayant remarqué que le pied de l'homme était la 6e partie de la hauteur du corps, transportèrent cette proportion dans leurs colonnes. Quelle que fût la grosseur d'une colonne à son pied, ils lui donnèrent une hauteur septuple, y compris le chapiteau. C'est ainsi que la colonne dorique prit l'empreinte des proportions, de la force et de la beauté du corps de l'homme. Plus tard, voulant élever un temple à Diane, ils cherchèrent à instaurer un nouvel ordre. Ils lui donnèrent quelque chose de la grâce de la femme et portèrent la hauteur des colonnes à 8 diamètres, afin que celles-ci paraissent plus sveltes. Ils y rajoutèrent des bases avec des enroulements, à l'imitation des chaussures, et ils placèrent des volutes au chapiteau pour représenter les grandes boucles de la chevelure rejetées à gauche et à droite du visage. Enfin, des cannelures creusées le long du fût imitèrent les plis d'une robe. Ces colonnes constituent l'ordre ionique qui tient son nom du peuple qui les a inventées. Le 3e ordre, que nous appellerons corinthiens, imite la grâce d'une jeune fille. Il en a les proportions délicates. Plutarque, historien et penseur majeur de la Rome antique, ajoute « Ces édifices s'élevaient, déployant une grandeur étonnante, une beauté et une grâce inimitables. Car les artistes s'appliquaient à l'envie à surpasser, par la perfection de l'œuvre, la perfection du plan même. » Néoclassicisme, l'Antiquité réinventée. Le néoclassicisme est la redécouverte de l'Antiquité, un renouveau stylistique qui s'empare de tous les arts. L'art, sous Louis XV, déborde largement le fameux goût à la grecque. L'art grec ancien a joué un rôle de tout premier plan dans la formation du goût classique et dans l'histoire de l'art. Déjà, à Rome, il était considéré comme un modèle de référence et l'on répertoriait les œuvres des grands artistes que l'on faisait copier. Ce mouvement n'a jamais cessé. Il est particulièrement sensible à la Renaissance et au XVIIIe siècle, lors de la naissance du néoclassique, les bases scientifiques de l'histoire de l'art. L'exemple de la rotonde nous le démontre. L'architecte Nicolas Ledoux s'inspire de l'Antiquité classique pour construire la rotonde. Le caractère épuré des formes, le fort contraste entre les volumes mais également l'inspiration très libre des modèles classiques, lui valut de violentes critiques. Il entendait également y montrer l'aboutissement de son œuvre architecturale, à savoir la réinvention modernisée de l'antique au service de l'idéal de progrès diffusé par la philosophie des Lumières. Il y avait 3 principaux styles dans l'architecture grecque, le dorique, le corinthien et le ionique. L'ordre dorique est le plus simple, conventionnel, austère et robuste des 3 ordres grecs. Il est aussi le plus ancien des ordres. Il a vu le jour vers -630 dans le Péloponnèse. Le style dorique était principalement utilisé en Grèce et s'étendit jusqu'à l'Italie.
La colonne massive n'a pas de base. Le chapiteau est lisse et simple. Vitruve rapporte dans son traité d'architecture l'origine mythique de la colonne dorique. Ils cherchèrent un moyen de faire des piliers à la fois assez forts pour soutenir le poids de l'édifice et agréables à la vue. Pour cela, ils prirent la mesure du pied d'un homme, qui est la 6e partie de sa hauteur. Ils se réglèrent sur cette proportion, de sorte qu'en donnant sur une grosseur quelconque à la tige de leur colonne, ils la firent 6 fois aussi haute, et c'est ainsi que la colonne dorique fut employée dans les édifices avec la proportion, la force et la beauté du corps d'un homme. Théâtre-temple, à l'Antique, au cœur d'un quartier lui formant une sorte d'écrin. Le théâtre s'élève en effet sur une place en hémicycle qui, par sa forme, annonce le spectacle dans l'espace urbain. 5 rues rayonnantes mènent vers sa façade ornée d'un portique à colonnade. 3 autres l'isolent sur ses côtés et son arrière pourvu d'arcades. Le chef-d'œuvre de Père et de Velly contient 1900 places avec un parterre assis. La rotonde, avec un carré externe en croix grecque, mais aussi un rez-de-chaussée, par chacune des 4 façades qui sont composées à la grecque de 8 puissants piliers massifs doriques surmontés d'un entablement et d'un fronton triangulaire, d'un vaste cylindre interne central à puits zénidal, et par les vestiges des anciens édifices. L'ordre ionique est apparu une centaine d'années après l'ordre dorique, dans les îles de la mer Égée et en Ionie, une région qui se situait sur la côte ouest de l'actuelle Turquie. La colonne ionique est plus élancée. L'élévation du fût est de 8 à 12 fois sa base. Le chapiteau est décoré de volutes en forme de cornes de bélier, qui évoquent des cheveux féminins. La légende toujours véhiculée par Vitruve veut que des populations de l'Asie mineure, sous la conduite d'Ion, un de leurs chefs, voulurent élever un temple magnifique à Éphèse en l'honneur de Diane. L'ordre corinthien tire son nom de la cité de Corinthe. Il ne s'agit pas d'un ordre à proprement parler, mais d'une colonne ionique avec un chapiteau à feuilles d'acanthe. Vitruve rapporte ainsi la légende de sa création. Une jeune fille de Corinthe, étant morte, sa nourrice posa sur son tombeau un panier contenant ses objets familiers. Pour protéger son contenu, elle mit une toile sur le dessus. Le panier ayant été placé sur une racine d'acanthe, les feuilles et les tiges l'enveloppèrent bientôt et, contraintes par la tuile, se recourbèrent, formant ainsi des volutes. Le sculpteur athénien Callimaque, passant auprès de ce tombeau, séduit par cette disposition inattendue des feuilles autour de la corbeille, décida de l'imiter et de l'adapter aux colonnes qu'il réalisait en réglant sur ce modèle les proportions et le style de l'ordre corinthien. Selon Vitruve, si la colonne dorique symbolise le corps de l'homme, l'ionique celui de la femme, l'ordre corinthien symbolise le corps de la jeune fille. La référence à un végétal permet également d'en faire le symbole de la nature. Le chapiteau corinthien est élégant, et son décor est touffu. Il donne un sentiment de luxe et de richesse. S'il a rarement été utilisé dans la Grèce antique, ce style se retrouve fréquemment dans le Rome antique. Dans sa pièce, Les amours de Psyché et de Cupidon, Jean de La Fontaine prête les paroles suivantes à Psyché quand elle découvre le palais de l'amour. Ces ordres dont le grec nous ont fait présent, le dorique sans phare, l'élégant ionique, et le corinthien superbe et magnifique, l'un sur l'autre placés, élèvent jusqu'aux cieux ce pompeux édifice où tout charme les yeux.
Ricardo Bofill est un architecte catalan, né en 1939 à Barcelone. Il crée en collaboration avec des ingénieurs, des sociologues et des philosophes son agence Taller de Arquitectura. Prônant une attitude critico-créative, ses membres tentent de répondre aux problématiques urbanistiques actuelles grâce à de nouvelles structures. Influencé par des architectes tels que Mansart et Andrea Palladio, Ricardo Bofill tente de remettre au goût du jour le style néoclassique. Dans son esprit, il ne s'agit pas simplement de recopier les beautés de l'Antiquité, mais de les transposer en tenant compte de la technologie actuelle. Cette adaptation lui apparaît comme une réponse valable à l'architecture de masse. Théorie de l'architecture grecque et romaine, ouvrage des monuments antiques dans lequel on démontre que leur proportion et la beauté essentielle qui en résulte ne sont point arbitraires, mais dérivent d'un principe immuable dont l'application n'a pas été faite à l'architecture que l'on appelle moderne, par Louis Lebrun de Douai, publié à Paris en 1807.